Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans Smart Job, votre rendez-vous RH Emploi. C'est tous les jours, du lundi au vendredi. Très heureux d'être avec vous, débat, analyse, expertise et nos rendez-vous habituels. Bien dans son job aujourd'hui, créer une entreprise, une start-up en période de crise. Comment faire? Comment éviter les erreurs? On en parle avec Amiel Cornell, fondateur du cabinet Venturecraft Studio, auteur de Naviguer à vue vers la start-up improvisée. C'est un livre d'une érudition incroyable. Il est notre invité et on va échanger évidemment sur sa vision de la création et de l'entreprise dans quelques instants avec lui. La pause café avec Fanny Griesmer, comme chaque semaine. Aujourd'hui, attention, danger, les mails pro. Bah oui, vous savez, ces petites phrases qui agacent, ces petits mots comme ça mal interprétés qui peuvent créer des tensions. Fanny Griesmer nous explique tout dans sa pause café, dans le cercle RH, notre débat quotidien, sous forme aujourd'hui de grand entretien avec le sociologue des organisations François Dupuis. Il avait écrit une trilogie avant la crise Covid. On va bien sûr parler avec lui des managers, de leur place, du rôle des décideurs et puis de cette crise Covid qui a impacté l'organisation des entreprises. On en parle avec lui dans le cercle RH. Et puis dans Fenêtre sur l'emploi, pour terminer notre émission, les réseaux sociaux au service de l'insertion, c'est possible. On en parle justement avec le créateur d'un réseau social qui met en relation les entreprises et puis ceux qui cherchent un emploi. On en parlera avec lui à la fin de notre émission. Voilà le programme tout de suite, c'est bien dans son job. Digreed, plateforme d'apprentissage personnalisée pour développer aujourd'hui les compétences de demain. Bien dans son job, aujourd'hui un sujet presque au carrefour de la sociologie, de la philosophie. Il y a un peu un fil rouge aujourd'hui puisqu'on aura un philosophe dans le cercle RH. Là, dans cette première partie, on va parler de l'entreprise mais sous une façon, je dirais, un peu disruptive, un peu décalée. Et j'ai à mes côtés Amiel Cornell. Bonjour Amiel. Bonjour. On est très heureux de vous accueillir sur le plateau de Smart Job. Alors, fondateur du cabinet Venturecraft Studio et auteur de Naviguer à vue vers la start-up improvisée. Ça, je dirais, c'est la partie émergée aux presses des mines. C'est un livre d'une érudition incroyable et on va en parler. Merci beaucoup. D'abord, j'avais une question à vous poser parce que on cherche à vous définir. Oui. Alors, on voit bien, vous avez un cabinet, vous donnez des conseils aux entreprises, mais il y a des centaines de consultants en France, aux États-Unis. Oui. Vous avez quand même une particularité, c'est que vous êtes au carrefour d'une multitude de savoirs. C'est vrai. Le journalisme, l'entreprise. Comment vous mixez tout ça et qui êtes-vous finalement? Bon, très bien. C'est compliqué. On peut commencer là, tout à fait. Et je tiens à préciser que Venturecraft Studio a des clients en France aussi bien qu'aux États-Unis. Vous vivez en France et aux États-Unis. Tout à fait. Je partage ma vie entre les deux pays. Et donc, j'ai des clients dans les deux pays. Je tenais à le préciser. Donc, mon background, effectivement, est pluridisciplinaire. J'ai commencé comme journaliste et ensuite... Ça mène à tout, donc. Ça aide beaucoup, le journalisme, vraiment. On découvre comment investiguer, comment parler avec des gens et comment être en prise avec la réalité. Et on reviendra sans doute à ce thème. Et j'étais aussi entrepreneur, capital risqueur et consultant. Et cette errance que j'ai fait entre ces différentes disciplines a sans doute influencé ma vision que je dévoile dans ce livre. Donc, ça veut dire que quand vous vous présentez dans une entreprise, pour être extrêmement concret, peut-être vous avez sous le bras ce livre, Naviguer à vue. D'ailleurs, Naviguer à vue, c'est parce que vous êtes navigateur, il faut le préciser, vous aimez la voile. Donc vous vous êtes fait plaisir dans le titre. Oui, mais ça a un sens, c'est un peu une provocation. Et bien sûr, naviguer à vue en France, c'est compliqué quand on dit ça à un décideur, parce qu'il vous dit, mais nous, on est un pays centralisé, très jacobin, très planificateur. Oui. On avait la DATAR en France qui planifiait l'économie sur 20 ans. Vous dites, mais il faut exactement faire l'inverse. Il faut bricoler, il faut vivre le moment présent, au moment où on vit les choses avec plein d'exemples. Donc vous êtes à contre-pied, vous êtes quoi, disruptif? Oui, on pourrait le dire ainsi. Je suis contre la tyrannie de la planification. Et pourtant, dans l'entrepreneuriat et dans les projets d'innovation chez des grandes entreprises, on commence toujours avec le business plan. Et je trouve que ce n'est pas un service à rendre aux entrepreneurs. Vous dites parfois qu'il faut faire des croquis comme Hitchcock, il faut faire son dessin, il faut l'écrire avec un crayon de bois. Oui, et puis il faut surtout être dans le moment présent et regarder la réalité pour ce qu'il est. Malheureusement, les business plans, les propositions de valeur, les narratifs
quand on encourage les entrepreneurs à bâtir, ne fait que les cantonner dans des fictions. Et de ce fait, ils sont moins résilients et moins créatifs. Donc je voudrais enlever ces murs et les encourager à travers l'improvisation habile d'être en prise avec la réalité. Parce que s'ils peuvent rester en contact avec la réalité, eux aussi, ils peuvent agir comme Django Reinhardt, le musicien de jazz dont on va peut-être parler. Qui est dans l'improvisation, qui n'a jamais appris la musique et qui la joue merveilleusement bien. Tout à fait. C'est ça qui est incroyable chez cet être humain. Mais qui a énormément travaillé pour développer cette compétence. Je tiens à préciser que l'improvisation, il ne faut pas le confondre avec la spontanéité. L'improvisation est une compétence avec laquelle on est, mais qu'on perd progressivement au fur et à mesure qu'on vieillit. Pourtant, on peut le développer comme compétence, on peut le peaufiner comme compétence. C'est un peu votre histoire que vous décrivez, parce que vous êtes au carrefour de plein de disciplines, et finalement, comme un musicien, vous créez votre propre partition avec tout ce que vous avez appris de la vie. C'est ça que vous faites? Oui, on pourrait le dire ainsi. J'y ai jamais pensé comme ça, mais c'est vrai. C'est vrai, je prends des leçons de chaque partie de mon parcours. Et vous piochez et vous construisez votre partition. Et je réassemblais comme un bricolage. Exactement, comme un cuisinier qui créerait sa recette. Page 126, juste pour résumer peut-être, et encore difficile de résumer la densité de ce livre qui est vraiment extrêmement érudit, puisque vous passez d'histoire avec l'URSS, vous revenez sur Napoléon, vous parlez de musique. Vous dites, dans ces circonstances, improviser pour survivre, c'est le sous-titre. Dans ces circonstances, le fondateur a peut-être plus à apprendre des stratégies ponctuelles des guides des régions sauvages, des astronautes, des pompiers ou des soldats, professions qui ne sont généralement pas associées à des activités créatives. Qu'est-ce que vous voulez dire par là, dans ce moment du livre? Oui, parce que les entrepreneurs sont face quotidiennement au péril de l'échec. Et donc la peur de l'échec. La peur de l'échec. Et de ce fait, souvent, avec l'encouragement de leurs investisseurs et leurs conseilleurs, ils s'accrochent aux feuilles de route, au business plan, un peu comme des bouées de sauvetage. Qui les protège. Mais c'est dommage, parce que c'est le moment justement où il faut qu'ils naviguent à vue. C'est justement le moment où il faut qu'ils soient en prise avec les réalités et qu'ils fassent des ajustements sur leur parcours, que ce soit au niveau du produit, que ce soit au niveau de leur business model, ou que ce soit au niveau de leur équipe, et qu'ils regardent le talent qui les entoure. Cette phrase dans le livre arrive aussi à un moment où je parle d'Isabelle Autissier. Tout à fait, la navigatrice à long cours et aussi auteure accomplie. Et je trouve que l'anecdote sur Autissier est intéressante puisque justement, elle doit constamment, en tant que navigatrice, faire face à la réalité et s'ajuster à la réalité telle qu'il est en train de se présenter, même si ce n'est pas la réalité qu'elle souhaitait quand elle s'est lancée dans une régate. En fait, sur le plan philosophique, vous dites que l'entrepreneur doit être aussi nu. Il doit accepter cette forme de nudité, de ce moment présent intense, et ne pas se cacher derrière finalement des procédures, des business plans, des chiffres qui finalement ne sont pas utiles à son rebond possible s'il est en crise. Tout à fait. Et paradoxalement, c'est là où il ou elle est le plus sécure. S'ils peuvent faire ça, s'ils peuvent accepter d'être nus, comme vous dites, s'ils peuvent accepter de supporter l'ambiguïté de la situation, le chaos même. Là, il peut passer. Là, ils peuvent passer. Mais excusez-moi, on va parler de Napoléon. Je ne sais pas si vous allez vous faire beaucoup que des amis en France, même si Napoléon est un homme admiré en France, il est parfois très critiqué. Vous parlez de la prise de Toulon dans une stratégie absolument incroyable. Les Britanniques tiennent Toulon. Il y a les révolutionnaires, il y a Napoléon. Et en fait, lui, sur le champ de bataille, sans rien prévoir la veille, au moment où il agit, il se lance, il attaque des points précis et stratégiques. Et il va gagner. Et là, vous dites, il a improvisé, là. Il a improvisé. Napoléon a ce fameux coup d'œil. On appelle ça un coup d'œil. C'est-à-dire qu'il avait cette facilité qui est extraordinaire de regarder un champ de bataille dans tout son brouillard et friction et chaos et comprendre où il y avait la faiblesse de l'ennemi et comment s'y attaquer. Et cette coup d'œil, cette capacité de regarder une situation, d'être sur le terrain et évaluer avec justesse
ce qui se passe est clé pour un entrepreneur. Je vous donne un exemple. Un de mes clients, c'est une multinationale basée à Lausanne, une multinationale suisse, 60 milliards de dollars de chiffre d'affaires, 130 années d'âge derrière elle. Une histoire. Toute une histoire et une confiance qu'elle connaît à fond qui sont ses clients et pourquoi ils achètent ses produits. Elle a des certitudes. Des certitudes. Cette société a fait appel à moi parce qu'ils sont face à une grande transformation. Ils doivent complètement revoir leur business model et les produits qu'ils livrent au marché. Et pour ça, ils m'ont demandé de les aider à mettre en place un startup studio, un incubateur en interne où ils pouvaient développer des nouvelles idées et des nouveaux Pour produits. faire jaillir, réfléchir. Et le premier jour où on a commencé à piloter cette startup studio, j'ai pris l'équipe qui était assemblée et au bout d'une heure, je leur ai envoyé sur le terrain. Je leur ai dit, maintenant, vous allez sortir vos nez de vos rapports, vos data, vos ordinateurs et vos bureaux, et vous allez errer dans Lausanne, et vous allez trouver des consommateurs qui sont en train d'utiliser vos produits ou des produits semblables, concurrents. Et je leur ai donné une sorte de schéma ethnographique pour qu'ils se comportent comme des ethnographes dans une analyse, dans une observation subtile de ses clients, si vous voulez, leurs clients. Avant de nous quitter, le temps file à une vitesse incroyable, c'est parce qu'il y a beaucoup de densité dans ce que vous nous dites, dans ce que vous racontez. Il y a la dernière anecdote, avant de vous poser mon ultime question, celle de le parcours assez incroyable de Joel Schwartz, qui part en URSS, on est encore à l'ère de l'URSS, les États-Unis. Ronald Reagan, c'est la guerre froide, les insultes fusent, et lui il dit mais je vais partir pour aller comprendre pourquoi ces soviétiques sont autant haïs des Américains. Et là vous le racontez dans le livre, il découvre qu'il faut prendre rendez-vous 3 semaines avant pour avoir un contact téléphonique, et sur cette base d'observation, donc de vécu, il va en fait inventer, créer, et là on arrive aux investisseurs américains, il va créer en fait un lien de communication Internet. Je trouve cette histoire incroyable. Qu'est-ce qu'elle raconte, celle-là, cette histoire? Joel Schwartz, c'est un homme incroyable que j'ai rencontré... avec sa barbe de Robinson, là. Voilà, tout à fait. Quand je faisais partie de l'équipe fondatrice de sa deuxième société, Metaco Technologies, à San Francisco. Mais effectivement, avant celui-là, il avait créé Moscow Teleport, Moscow San Francisco Teleport, et qui était une société de communication, de télécommunication entre les États-Unis et l'Union soviétique à l'époque. Oui. Et il l'a fait avec une mission de transformer le monde. C'est ça. Et d'éviter la guerre, en quelque sorte, finalement. Tout à fait. C'était Précisons que l'URSS est d'accord, quand il les rencontre, les autorités au plus haut niveau de l'État soviétique disent on est d'accord. Ceux qui refuseront, c'est quand même le ministère du Commerce. Oui, tout à fait. Et qui feront procès. Mais les compétences de Joel qui se sont révélées, et il faut dire qu'il avait étudié bien des années avant avec Abraham Maslow, qui était le grand psychologue avec ses théories positives sur les motivations humaines. Et Joel avait une capacité de bricolage et d'errance. Oui, le bricolage, on ne l'a pas utilisé, c'est un mot que vous utilisez beaucoup. Qui était remarquable. Et c'était là où je commençais à être sensibilisé, parce que moi, j'étais responsable des opérations. Donc moi, j'étais accroché au business plan et feuille de route. Vous n'étiez pas encore sorti de votre gang. Exactement. Tandis que Joel, il était constamment en train de changer les donnes et nous défier de différentes façons pour qu'on reste en prise avec la réalité. Avant de nous quitter, j'invite tous ceux qui nous écoutent à lire ce livre d'Amel Cornell, c'est vous. D'ailleurs, vous arrivez de San Francisco, on voulait quand même vous remercier parce que vous avez fait un long voyage pour être ici à Paris, naviguer à vue. Ils vous regardent comment, vos clients? Ils vous appellent, vous êtes très sollicité parce que vous êtes très disruptif, donc quelque part un peu effrayant quand même. C'est une bonne question, Arnaud Ardouin. Quand on se met sur le chemin de renforcer ses capacités d'improvisation, il y a toujours la traque au début. Forcément, parce qu'il faut accepter d'être désorienté. Et pas tous mes clients trouvent ça très facile. C'est récompensé par la suite si on tient la route, si on continue dans ce sens. On découvre que c'est amusant, comme un enfant qui joue. On découvre qu'il y a une certaine euphorie
dans les moments où on improvise Si on habilement. prend un peu de recul quand même. Mais il faut dépasser cette Oui. première traque. C'est peur. Et donc, certains clients n'arrivent pas à dépasser cette stade, c'est vrai. Et donc, vous arrêtez, Oui. vous rompez On arrête. Si ils ne peuvent pas continuer dans ce sens-là, je ne vais pas les accompagner sur les sentiers battus de la business planning et les faits de Parce route. que ça, c'est pas ça votre... Parce que je sais que c'est pas ça qui va apporter leur réussite. Et puis, c'est pas votre message, c'est pas ce que vous portez en vous. Tout à fait. Donc, vous seriez vous-même en décalage avec votre Exactement. votre Je vais éthique. rester. Oui, c'est ça. Merci Amiel Cornell d'être venu nous rendre visite. J'ai pris beaucoup de plaisir à lire ce livre, Naviguer à vue vers la start-up improvisée aux presses des mines, traduit, parce que c'est un livre qui était d'abord vendu aux États-Unis, puis qui est traduit depuis peu ici en France. Oui. Donc procurez-vous ce livre, comme on dit à la télévision française, dans les meilleures librairies, évidemment. Merci d'être venu et à très très bientôt. Merci à vous, c'était bon un vent. plaisir. Là, je peux le dire. On dit bon vent au navigateur. Oui, oui. Alors bon vent. Tout de suite, c'est la pause café avec Fanny Griesmer, comme chaque semaine. Ça concerne un petit peu le travail d'Amiel Cornell. Vous savez, ces mails pro, espèce de mails qu'on reçoit comme ça, et qui parfois, comme on en reçoit beaucoup, sont mal interprétés. Voilà, ça agace, des petites phrases, des petits mots. Fanny Griesmer, nous explique tout sur ces mails pro. La pause café avec Fanny Griesmer, comme chaque semaine. Bonjour Fanny. Bonjour Arnaud. Comment allez-vous ? Très bien. Pas trop de mails pro dans votre... Si, beaucoup. Et Beaucoup voilà. trop. Et on parle aujourd'hui, parce que vous avez voulu nous parler de ces mails pro qui sont parfois des sources d'agacement, pour ne pas dire d'exaspération. Vous êtes agacé parfois aussi, non ? On est tous agacés par des mails pro qui vont trop vite, qui sont mal écrits. Oui, d'ailleurs, c'est le cas si vous échangez avec un collègue ou bien votre manager, échange de mails à bâton rompu. Puis tout d'un coup, bim, vous recevez ce mail. Nous allons le voir à l'écran. Sauf erreur de ma part, je n'ai toujours pas reçu le compte-rendu que vous deviez m'envoyer. Merci de faire le nécessaire. Poli, oui, mais bien salé. Il n'en fallait pas plus pour vous agacer. Alors, il en faut parfois peu. C'est vrai que ce genre de formule, on en voit passer plusieurs fois par jour. Elle ponctue nos mails, nos échanges professionnels. Ça semble totalement anodin, sauf qu'en réalité, ces formules en disent beaucoup plus qu'elles n'y paraissent. On est tous destinataires, hein. Mais aussi tous expéditeurs. Oui, nous utilisons tous ce genre d'expression. Il y a un côté mimétisme qui est flagrant. On utilise ces expressions sans forcément avoir l'intention de nuire, d'agacer ou de blesser. C'est parfois même l'inverse. Quelque chose ne nous convient pas, nous irrite. Nous ne sommes en revanche pas à l'aise pour le dire clairement. Alors on se cache derrière une expression toute faite qui feint la politesse, parfois l'humour, mais qui énerve et qui pousse à bout quand la manœuvre se répète. D'ailleurs, des mots trop souvent en majuscules ou des points de suspension qui se multiplient, et c'est tout votre message qui prend un ton tantôt excédé, tantôt dramatique. Tout dépendra en fait de l'humeur de votre destinataire, de son humeur, mais aussi du degré qu'il perçoit le mieux, le premier ou le second. Le diable se cache parfois dans les détails, nous allons le voir. Par exemple, regardez cette phrase: je n'ai pas reçu ton document et je n'ai pas reçu ton document. Alors c'est visuel, un seul point, 3 points de suspension, la différence est minime, mais la nuance, elle, est de taille. Et c'est pas qu'une question de politesse là dans ce cas précis, parce que ça donne une exaspération. Les 3 petits points exaspèrent là. On ne sait pas ce qui se cache derrière ces 3 dépêche-toi. points de suspension. Alors c'est vrai qu'on en parlait il y a quelques mois avec le télétravail et la crise sanitaire. Nos échanges ont été un petit peu mis à mal, surtout la courtoisie et la politesse. Selon le baromètre de la santé au travail réalisé par Opinionway pour Empreinte Humaine, publié fin 2020, un tiers des personnes interrogées ont remarqué que les majuscules, police en gras ou point d'exclamation à répétition dans les messages étaient davantage utilisés depuis le début de la crise sanitaire. De quoi tendre considérablement nos échanges, mais ces expressions, celles dont je vous parle aujourd'hui, sont beaucoup plus sournoises. Voilà. Elles esquivent la confrontation directe. Concrètement, vous voulez dire quelque chose, vous n'osez pas, donc vous le dites de manière détournée. Vous prenez des pincettes, mais vous visez juste, en plein cœur. C'est ce que l'on appelle des formules passive-agressive. C'est ça, faussement sympathique. Le résultat, ça donne quoi ? C'est quoi le... Alors l'attaque n'est pas frontale, comme mais ça si provoque quelque chose. Vous ne déguisiez pas votre formulation, mais l'impact est tout aussi négatif, néfaste. Le message que vous faites passer en filigrane, il est reçu
5 sur 5. Hein. Et à ce moment-là, les non-dits, les sous-entendus, les sourires en coin, vous font préférer les messages directs, assumés, ceux qui ne vous donnent pas à lire entre les lignes. Le risque, le vrai risque avec ces formules détournées, c'est d'entretenir des conflits larvés. On ne se dit pas les choses clairement. Conflits pas toujours évidents de désamorcer. Ça risque aussi de nourrir des rancœurs. Bref, instaurer un climat anxiogène, délétère, qui peut faire rapidement monter le ton. On peut. Comment est-ce qu'on peut s'en prémunir ? Alors, s'en prémunir, ce n'est pas toujours évident. C'est impossible, non ? En revanche, vous conseillez d'éviter de les utiliser vous-même. Ouais, c'est ça. Pas forcément rentrer dans cette escalade. Parce que généralement, vous recevez un message de ce type. Qu'est-ce que vous faites ? Vous répondez de la même manière. Et là, c'est l'escalade. Et on n'arrive pas à y mettre fin. C'est la guerre froide. Oui, conflit là. C'est exactement guerre froide à coup de formules plus ou moins bien senties, mais totalement bateau. Ce que je vous propose aussi, c'est de se pencher sur les formules les plus courantes qui peuvent nous faire vriller, de les analyser et de vous proposer une alternative plus soft, moins passive, moins agressive et donc moins irritante. On va reprendre ce message qu'on a vu au tout début. Sauf erreur de ma part, je n'ai toujours pas reçu le compte-rendu que vous deviez m'envoyer. Merci de faire le nécessaire. Qu'est-ce qui nous choque ? Le sauf erreur de ma part. C'est un grand classique dans le registre des formules passives agressives. Derrière cette formule, qu'est-ce qu'on lit ? Vous vous êtes planté, vous avez commis une erreur, vous n'avez pas fait les choses comme il fallait. Donc chaque fois que votre boss, votre collègue vous envoie un message, voilà, ça ne va pas. Sauf que le sauf erreur de ma part, vous le savez, il ou elle, le destinataire, a bien vérifié une bonne dizaine de fois pour s'assurer que l'erreur venait bel et bien de vous et qu'il n'en commet pas lui-même une en vous envoyant ce message. Donc à qui la faute ? À vous, forcément. Comment le dire autrement ? Si on veut essayer d'esquiver cette phrase qu'on a tendance à utiliser moi-même dernièrement. Pourrais-tu m'envoyer ? Et voilà, on pose des questions en fait. Ne posez pas l'erreur. On sait qu'il y a une erreur qui a été faite. Posez une question, demandez qu'on vous envoie le document pour un peu que la personne pense cette fois-ci à bien attacher le document dans la pièce jointe avant de cliquer sur envoyer. Et voilà, ce sera bon. Il y en a d'autres, des formules comme ça le merci de. Ouais. La traduction, c'est faites le nécessaire et plus vite que ça. Oui, c'est pas français exactement. Parce que oui, vous donnez un ordre indirect, certes, mais un ordre quand même. Moi, je considère que c'est un petit coup de pression 2.0. On le dit assez rarement à l'oral. Cette formulation est traître parce que qu'est-ce qu'il y a ? Il y a merci. Donc on a l'impression que c'est assez poli, alors que pas du tout. Le merci, il n'existe pas dans cette formulation. Vous sommez la personne à laquelle elle est destinée de s'exécuter sans autre forme de procès. Alors par quoi on la remplace ? Eh bien, demandez simplement à la personne d'envoyer ce qu'elle a à vous envoyer, tout simplement. Alors il y a un autre petit mot très violent. Il y a 2 lettres, O et K. Ouais, qui donne OK. OK. Et ça, c'est pas agréable. C'est la réponse qui tue. Alors, à l'écrit, oui. À l'oral, peut-être moins. Mais en tout cas, à l'écrit, c'est simplement glaçant. Non, OK, ça passe. Qu'est-ce qu'il y a derrière un OK ? On ne sait pas. De l'indifférence, certainement. En tout cas, il n'y a pas le moindre sentiment. Ça montre validation, pour validation. Indifférence, agacement, validation, oui. Mais alors, c'est sans humeur, sans émotion. On ne sait pas. On ne sait pas si c'est bon, si ça passe, mais sans plus. Bon. Si effectivement cela ne vous fait ni chaud ni froid, dites merci, d'accord. Et si vous êtes vraiment sur les nerfs, ça peut être le cas, exprimez-vous tout simplement. Alors il y en a une autre qui est assez subtile, qu'on utilise souvent, qui donne le sentiment à celui qui le reçoit que c'est une feignasse. C'est quand tu auras... vous le prenez comme ça ? En tout cas, ça peut être lu quand tu auras 2 minutes, du genre, lorsque tu auras réglé toutes tes petites histoires, tu te mettras... Alors moi, j'avais l'impression que ça donnait le sentiment à la personne, on lui rappelait qu'elle était débordée sous l'eau. Voilà. Ça donne l'impression de... déjà, d'une part, vous ne voulez pas déranger la personne, c'est ce que ça veut dire, sauf que vous la dérangez quand même. Vous lui faites remarquer qu'elle est sous l'eau, éventuellement que c'est une feignasse. Sauf que ces 2 minutes, vous le savez très bien, la personne aussi le sait, ça ne durera jamais 2 minutes. 2 minutes se transforment rapidement en une bonne demi-heure. Après tout, on n'est pas à 5 minutes près. Mais pour parler de quoi exactement ? On ne sait pas. Parce qu'on va dire, quand on aura 2 minutes, on se penchera sur le dossier. Oui, sur quel point ? De quoi on va parler ? Donc on ne sait pas, c'est le flou artistique total, c'est ce qu'on appelle
un mauvais teaser. Alors que dire à ce moment-là? C'est assez simple, donner plus d'explications sur la nature du sujet. Et puis proposer le moment qui vous convient aussi. Après tout, la balle est dans votre camp aussi. Et la dernière, avant les émoticônes, ça suscite quand même en général un début d'engueulade. Je crois qu'on ne s'est pas compris. Là, vous pouvez... Là, en général, c'est le début de la guerre, là. Oui. C'est plus la guerre froide, là. Oui. Non, c'est la guerre ouverte. C'est vrai que dans votre bouche, dans votre tête et celle aussi de la personne à qui vous vous adressez, ça sonne comme un « tu ne comprends rien ». Avec cette simple phrase, un petit peu paternaliste, je trouve. Vous rejetez le problème sur qui ? Sur l'autre, problème de compréhension. Sauf que ce qu'on oublie dans un problème de compréhension, c'est que à la base, il y a un échange. Dans un échange, a priori, vous êtes deux. Le problème de compréhension, il est possible, mais il y a peut-être un problème de formulation. Donc remettez-vous aussi en question. Donc oubliez le « on » de fait. Votre interlocuteur n'est pas dans votre tête. Ce qui vous semble clair n'est pas forcément clair pour l'autre. Préférez plutôt mince, je me suis peut-être mal exprimé. Bon, là, vous rejetez la faute. Ou dites les choses clairement. Ce que je voulais dire, c'était ça. Voilà. Il reste le smiley, parce que là aujourd'hui il y a une palette... À double tranchant, on en a déjà parlé. Alors, déjà dans le milieu professionnel, ça dépend à qui vous vous adressez. Oui, il faut éviter les cœurs, quoi. Bon, là je parle pas de l'usage basique. Bonjour avec cette petite tête toute jaune qui surgit et qui vous sourit, ou un merci. Non. Je parle de l'utilisation dévoyée, c'est-à-dire que quand on n'ose pas dire les choses de manière cash, on va essayer d'adoucir son propos en rajoutant un petit smiley. Genre on s'est bien compris, ou t'inquiète pas, en fait c'est gentil ce que je te dis. Bon. On va voir deux exemples. Le premier exemple plutôt soft. Pensez-y la prochaine fois. Et là, vous avez un petit smiley. Bon, là, on a la version typographique. Ce qui veut dire, en gros, vous êtes distrait, mais ça passera pour cette fois. Le second, plus incisif, et c'est là où l'usage du smiley, prête à discussion. Je vous l'avais pourtant bien dit. Ça veut dire, vous ne m'avez pas écouté, vous n'avez pas suivi mes conseils. C'est bien fait pour vous. Pampan. Donc dans ce cas de figure, ça passe ou ça casse. Encore une fois, là, ça dépend en fait de l'humeur de votre interlocuteur et de savoir dans quel état d'esprit il est et s'il comprend le sens ou non de l'émoticône. Merci Fanny. Puis quand vous aurez 2 minutes, vous prendrez le temps peut-être d'écouter le cercle RH dans quelques instants. Écoutez, sauf erreur de ma part, ça a lieu tout de suite. Voilà, nous sommes échangés quelques formules pour comme ça ramasser peut-être la chronique. Mais on y pensera en écrivant notre prochain message. Ouais. Margot vous a envoyé un message ce matin, elle m'a dit... suite à ta chronique, je vais réfléchir à mes formulations. Voilà, tournez 7 doigts, vos mains au-dessus du clavier avant d'écrire ces mails ou ces phrases qui agacent, et vous l'aurez compris, qui parfois créent des conflits. On fait une courte pause, on va accueillir un sociologue des organisations. Il a travaillé depuis presque 50 ans sur les organisations. C'est le Cercle RH, vous l'aurez compris, qui est un grand entretien. On va s'intéresser à l'entreprise post-Covid, à l'entreprise avant Covid, aux managers, aux décideurs qui cherchent leur voie, qui cherchent la bonne manière de travailler avec les salariés et les collaborateurs. Tout un programme juste après cette pause. Le Cercle RH aujourd'hui sous forme de grand entretien avec un sociologue des organisations, François Dupuis. Bonjour François. Bonjour. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Alors, sociologue des organisations, on vous connaît parce que d'abord depuis longue date, vous travaillez au contact des décideurs, des entreprises, vous les écoutez parce qu'un sociologue fait des questionnaires. Et puis il y a eu cette trilogie, trois livres qui ont fait parler d'eux. Le dernier, On ne change pas les entreprises par décret, ça c'était 2016 si je ne m'abuse. 2020 2020, Lost in Management, qui avait fait beaucoup parler de lui. Et puis le premier, rappelez-moi le titre. En fait, l'ordre, c'est Lost in Management, la faillite de la pensée managériale, et on ne change pas les entreprises par décret. Par décret, celui-ci est sorti en 2020. D'accord. Ça vous va ? Très bien. Là, ok. Parce que sinon, on va refaire le lancement. Vous avez été professeur à l'INSEAD, je ne dis pas de bêtises, et on parlera évidemment de votre actualité, parce qu'avec 2 autres chercheurs, pendant la période Covid, vous vous êtes dit, on est sur un champ d'investigation incroyable. On va redonner la parole aux entreprises, celles qui ont accepté, entreprises du CAC,
mais aussi des institutions, dont le Conseil départemental du Nord, pour voir comment fonctionnaient les territoires. Et la Banque de France, d'ailleurs. Et la Banque de France. D'abord, un petit mot sur vous, parce que j'ai vu, en préparant l'émission, que vous aviez fait le CFJ, donc vous étiez destiné à faire du journalisme. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui vous est arrivé? Vous êtes devenu sociologue des organisations. Il y a erreur d'aiguillage ou Non, pas du tout, mais pendant que je faisais Sciences Po, j'étais obligé de travailler pour payer mes études, comme beaucoup de personnes. Hein, voilà. Et le fait de faire le CFJ, qui par ailleurs est extrêmement intéressant, me valait l'équivalence d'une conférence de Sciences Po. Donc, c'était joindre l'utile à l'agréable, puisque le CFJ, l'enseignement était un enseignement du soir, donc n'empêchait pas de travailler. Et donc, en faisant le CFJ, j'avais l'équivalent d'une conférence de Sciences Po. Alors, vous me direz, dans certains cas, le journalisme s'approche de la sociologie, puisqu'on pose des questions, on est dans l'écoute, et c'est ce que vous avez fait finalement tout au long de votre carrière. Vous avez enseigné. D'abord, avant de rentrer dans les détails du monde contemporain, de ce monde du XXIe siècle, vous avez connu les décideurs du XXe siècle. Vous avez ausculté ces entreprises. C'était quoi l'entreprise du XXe comparée à celle aujourd'hui qu'on nous présente comme la nouvelle entreprise bienveillante, où il y fait bon vivre? Oui, alors là, vous savez, la bienveillance, le bonheur au travail, des choses comme ça... Moi, je n'ai pas vu véritablement d'évolution dans la réalité. J'en ai vu beaucoup dans le vocabulaire. Et j'en ai vu d'autant plus dans le vocabulaire que le management est parcouru de modes et que ces modes évoluent au fil des années, etc. Donc, je ne vois pas un changement considérable entre ce qu'on appelle l'entreprise du XXe siècle et l'entreprise du XXIe siècle. En revanche, je dirais simplement qu'il en va des crises comme la crise sanitaire, comme des guerres. Elles provoquent d'immenses malheurs que beaucoup de gens subissent, mais en même temps, elles sont des occasions de faire évoluer un certain nombre de choses. Donc je dirais que, plutôt que de parler d'entreprise du XXe et du XXIe siècle, quel est l'impact que la crise Covid peut avoir sur les organisations aujourd'hui? Vous avez eu des mots, je ne sais pas, j'imagine que vous gardez cet état d'esprit en disant finalement les modes du management, puisque c'était aussi un des thèmes des livres précédents, la pensée managériale, une sorte de pensée magique enseignée dans les écoles de commerce, qui s'approchait d'une forme de bullshit ou de mode. Vous n'avez pas changé d'avis sur ce sujet? Ah non, pas du tout, hein, absolument pas. Ce qu'il me semble, vous voyez, c'est que les écoles de commerce, comme on dit, hein, que ce soit d'ailleurs en France ou aux États-Unis, puisque j'ai enseigné 5 ans aux États-Unis, d'un certain point de vue, elles n'inventent rien. Elles font que reprendre les pratiques qui s'observent dans les entreprises, elles les conceptualisent, elles les passent à leur moulinette, et puis ensuite, elles les restituent dans les programmes qu'elles délivrent auprès des cadres. Donc, d'un certain point de vue, c'est les entreprises qui alimentent de 2 points de vue les écoles de commerce. Elles les alimentent en leur donnant la matière et elles les alimentent ensuite en leur envoyant des participants. Mais dans sa philosophie, et on va basculer vers le travail que vous faites en ce moment avec ces 2 chercheurs dont je parlais tout à l'heure, l'idée du management, c'était quoi à l'époque? C'était de mettre les gens dans des petites cases, de les contrôler, d'avoir une organisation extrêmement verticale qui permettait de pouvoir les faire marcher au même rythme et dans le sens où l'entreprise le voulait. C'était ça l'esprit. Alors vous avez raison. Et même d'ailleurs on peut dire, ce qui moi me fait dire qu'il n'y a pas de rupture entre l'entreprise du XXe et l'entreprise du XXIe siècle, que d'un certain point de vue, la bureaucratie dans le secteur marchand n'a cessé de se développer pour atteindre un point culminant que moi je situe au début de la crise Covid. C'est-à-dire que jamais la bureaucratie n'a été aussi puissante, aussi installée dans le secteur marchand qu'à ce moment-là. Mais on va revenir sur votre désobéissance organisationnelle. Ça, c'est vraiment une thématique parce qu'on a eu la désobéissance civile, ça c'était José Bové. Et puis on a François Dupuis qui lui porte la désobéissance organisationnelle. Donc vous êtes à votre manière celui qui disrupte aussi. Il y a quand même l'idée que le manager était là pour appliquer des normes. Il y a beaucoup de normatifs et vous vous dites, on en crève de ça finalement. Ah oui. L'entreprise en meurt. Ah ben, c'est exactement ce que j'appelle la bureaucratie. C'est cette espèce de croyance, qui est une croyance qui date de Taylor, que l'organisation peut se gouverner par la règle. Donc on émet de la règle et on émet d'autant plus de la règle que l'on a l'impression que
plus on en aura et plus on pourra mettre le comportement des individus sous contrôle. Alors aujourd'hui, on ne dit pas la règle, on dit les process. Ça revient exactement à la même chose. Et ce qui est intéressant, parce que les gens sont intelligents, c'est que l'effet produit est l'effet exactement inverse à celui recherché. C'est ça. C'est-à-dire, plus vous avez de process, plus ils sont contradictoires. Plus ils sont contradictoires, plus c'est ceux qui sont censés les appliquer qui vont avoir à choisir ce qu'ils auront à appliquer ou non. Et par conséquent... C'est kafkaïen. C'est kafkaïen. Mais d'un certain point de vue, ça veut dire que dans bien des organisations, la politique réelle, elle se fait à la base. Puisque c'est à la base que l'on choisit ce qu'on va faire ou pas. Et ce qui me permet d'ailleurs de basculer sur une deuxième thématique que vous portez, que je trouve fondamentale. Déjà, vous nous dites sur le plateau, il n'y a pas vraiment de différence entre la boîte du vin du 20e et du 21e. En revanche, ce qui est très intéressant, c'est que petit à petit, par ce normatif, les citoyens salariés le contournent et prennent le pouvoir. Et vous dites finalement celui qui décide et qui fixe la règle, qui est normalement le patron, il est doucement mais sûrement dépossédé finalement de son pouvoir. C'est incroyable ça. Mais écoutez, d'un certain point de vue, d'ailleurs, on le sait depuis longtemps. Oui. Parce que, et c'est curieux d'ailleurs, vous voyez, pour moi c'est un étonnement sociologique. C'est-à-dire que savoir ce qu'est la grève du zèle, c'est-à-dire le fait que les gens, parce qu'ils ne sont pas contents, parce qu'ils protestent, ils veulent obtenir quelque chose, vont soudainement décider d'appliquer toutes les règles qu'ils sont censés appliquer. Ça, c'est vrai. Bon, ça s'appelle la grève du zèle. Ouais. Tout le monde le connaît, c'est pas moi qui l'ai appris. On pinaille, on est pointilleux. Ah oui, exactement. Et ça ralentit tout le processus. Par exemple, c'est ce que font les contrôleurs aériens quand ils veulent obtenir quelque chose. Ils n'ont qu'à simplement appliquer les délais légaux entre les décollages et l'atterrissage des avions et il n'y a plus de trafic dans le ciel. Donc, d'un certain point de vue, c'est prévu pour assurer la sécurité passager. Mais jamais respecté. Là, la sécurité est totale puisqu'il n'y a plus de toute façon de trafic dans le ciel. Bien. Tout le monde le sait, c'est pas moi qui l'ai inventé. Même chez nos amis anglo-saxons, l'expression grève du zèle est encore plus claire qu'elle est chez nous. Parce que si on ne sait pas ce que c'est, on peut se tromper. En anglais, la grève du zèle, ça s'appelle working to rule. What are you doing? I'm just working to rule. C'est-à-dire, j'applique les règles. Ça veut dire je suis en grève. Donc, on voit bien, ce qui va nous montrer une chose, que tout le monde le sait, que ça n'empêche personne de toujours produire plus de règles, de procédures, de process, de normes, etc. Ce qui nous montre que ces procédures, ces normes et ces process ne sont finalement pas décidés à résoudre des problèmes, mais elles sont destinées à couvrir ceux qui les émettent. C'est-à-dire, à partir du moment où vous les avez émis, vous êtes couverts. C'est parfait. Mais excusez-moi, moi qui ai beaucoup travaillé dans l'univers politique, avec des hommes politiques, ils se plaignaient, eux, que le normatif, même le législatif, inondait finalement la vie des citoyens, mais quand je vous écoute, j'entends le même discours dans l'entreprise. Un peu naïvement, je pensais que l'entreprise avait plus de souplesse, plus d'agilité, comme un mot très utilisé ces derniers mois. Finalement, non. Une sorte de bureaucratie lourde c'est de la graisse qui tue l'entreprise. Je vous dirais qu'on peut même pousser plus loin le raisonnement. Regardez, et d'ailleurs, pour faire un scoop, je suis avec une de mes collègues qui est une de ceux qui ont participé au travail qui a été fait sur la gestion de la crise pendant le Covid. Et on va en parler. Voilà. Nous sommes en train d'écrire un livre qui montre que le secteur public et le secteur privé se rapprochent. Mais ils se rapprochent non pas parce que le secteur public essaie de s'inspirer des modes du secteur privé, ils se rapprochent au contraire parce que le secteur privé, à force de produire de la règle, de la procédure et de la bureaucratie, finit par avoir à peu près les mêmes caractéristiques que le secteur public. Donc le rapprochement, il se fait à sens inverse de ce que l'on pense. Alors, basculons sur cette crise Covid. Vous l'avez... Alors, ce qui est intéressant, d'abord, parce que par la notoriété, les travaux que vous avez faits, les entreprises ont accepté d'être questionnées, interrogées par votre équipe. Alors, il faut être plus direct que ça. Non seulement elles ont accepté, mais elles ont payé pour. Elle voulait savoir réellement les effets de cette crise. On est d'accord. Si elles payent pour ça, c'est qu'elles sont dans le brouillard. Alors, pour partie, oui. Et l'objectif du travail, c'était de leur dire on va essayer de comprendre comment, chez vous, cette crise est gérée. Voilà, puisque c'est... Est géré ou a été géré? Excusez-moi de... Alors, vous dites on n'en est pas sorti. Ouais. Au moment où on a fait l'étude, c'était géré. On était dedans. Puisqu'elle a été faite en plein... 2020. 2020, c'est-à-dire elle s'est étendue d'avril 2020 à novembre 2020. Donc là, on était en plein dedans. Et savoir comment elle est gérée, on ne peut pas demander aux dirigeants
d'être justement au courant, dans des grandes unités, de ce qui se passe concrètement sur le terrain. Oui. Et dans le fond, qu'est-ce que ça veut dire gérer la crise? Gérer la crise, ça veut dire assurer la continuation de l'activité. C'est ça que ça veut dire. Et donc, ce qu'il s'agissait de comprendre, c'est qu'est-ce qui permettait d'assurer la continuation de l'activité. Comment, et ça vous le racontez, vous déflorez un peu le livre que vous préparez avec votre équipe et avec cette femme, c'est comment les humains se sont dépatouillés avec leur technique, avec leur connaissance d'informatique. Et ce qui est intéressant encore, c'est que vous le comparez aussi avec le Conseil départemental du Nord, dont on a souvent une forme un peu de mépris des fonctionnaires territoriaux. Mais vous dites quand même que ce Conseil départemental du Nord, c'est pas mal débrouillé, que les gens ont réussi à se débrouiller, à continuer à assurer le service public. Ça, c'est intéressant. C'était nouveau pour vous? Ça vous a surpris? Non, ça ne m'a pas surpris parce que... au début de ma carrière, du temps où j'étais au CNRS, j'étais un spécialiste de l'administration publique. Donc j'ai commencé toute ma carrière de sociologue en étudiant l'administration publique. Donc il y avait de l'agilité, enfin en tout cas vous sentiez qu'il y avait... Il y a toujours eu de l'agilité, d'ailleurs heureusement, parce que s'il n'y avait pas cette agilité, l'administration ne fonctionnerait plus. En revanche, par rapport au Conseil général du Nord, j'ajouterais même un point, c'est là où nous avons repéré un certain nombre d'innovations tout à fait originales, que des cadres de ce conseil départemental ont mis en œuvre, qui leur permettaient effectivement d'assurer quand même des fonctions essentielles, parce qu'un conseil général, ça fait quelque chose qui n'est pas négligeable. Ça distribue des aides le RSA, aux plus fragiles. Bien sûr. Et donc, vous n'allez pas dire, c'est la crise, on arrête, etc. Non, ils ont quand même réussi à trouver les moyens d'assurer en permanence, jusqu'au bout, le paiement de ces aides-là. Alors, il y a un débat, peut-être que vous l'avez vous-même pas tranché à travers vos travaux pour l'instant, mais qui est le débat de se dire, on est en sortie de guerre, puisque vous évoquiez cette guerre qui transforme, et on est entré dans l'ère du télétravail. Donc forcément, cette question, vous avez interrogé, sondé ceux que vous avez rencontrés. Il y a un vrai débat qui est sur la table. On est entré dans l'ère du télétravail ou on va avoir un reflux? J'ai le sentiment que le télétravail, dans les conséquences Covid, s'est imposé dans l'espace professionnel. Vous êtes d'accord avec cela? Je suis totalement d'accord avec ça. Je crois que d'ailleurs c'est indiscutable. Ensuite, où se feront les ajustements dans chacune des entreprises? 2 jours, 3 jours? Voilà, exactement. Ça, on le verra petit à petit. En revanche, je suis d'accord avec votre propos qui finalement consiste à dire on ne reviendra pas en arrière. En revanche, vous évoquez quand même un sujet, télétravail, libération du salarié, parce que vous évoquez la notion d'autonomie qui a été créée par le Covid, par cette crise. Les salariés se sont retrouvés très autonomes. Et vous dites, attention, le télétravail, ça peut être les deux. Ça peut être une libération, mais ça peut être aussi un nouvel enfermement. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Alors, je ne dirais pas peut-être enfermement. Un peu fort? Ça vous semble fort? Ça me semble un peu fort. Pourquoi ? Parce que d'un certain point de vue, vous pouvez dire que les salariés, en la matière, ont été peut-être plus raisonnables qu'un certain nombre de dirigeants. Oui, c'est vrai. Car, vous le savez, vous l'avez vu, des dirigeants se sont précipités là-dessus pour des raisons sur lesquelles on ne va pas épiloguer. Mais lesquelles, vous, le sociologue? Économique? Il y avait des raisons économiques qui étaient absolument évidentes. Et en même temps, ça permet une réorganisation des bureaux, donc des gains d'espace, etc., etc. Et donc, il y avait des tentations chez certains dirigeants à ce que le télétravail soit le plus étendu possible. Or, ce que les salariés ont constaté, c'est que le télétravail tue l'informel. Il n'y a pas d'informel. Et d'ailleurs, il y a une phrase qui revenait dans toutes les entreprises en disant « à travers une visioconférence, on n'apprend jamais rien ». Donc, les salariés se disaient « mais moi, pour faire mon métier, j'ai quand même besoin de voir les autres, de parler avec les autres ». De ma pause café, parce que c'est le titre d'une chronique. Mais la pause café. Mais savez-vous que les plus opposés au télétravail étaient les jeunes? Donc c'était quand même une surprise, parce que les jeunes, entre la Game Boy et puis le fait d'utiliser les outils technologiques, il n'y a pas une grande différence. Mais ils voulaient du lien social. Et voilà. Mais les jeunes disaient, moi, comment j'apprends mon métier? C'est certainement pas dans les visioconférences. J'apprenais mon métier en voyant ce que font les autres, en parlant avec eux, en pouvant suivre, etc. Et donc, grâce à cet informel-là, que le télétravail avait tendance à tuer. Et d'un certain point de vue, les salariés ne se laissent pas piéger et ne se laisseront pas piéger par le délire technologique.
qu'il y a derrière l'idée du télétravail, on va pouvoir tout faire sans avoir finalement à se réunir, à se voir, etc., etc. Ça ne marche pas et ça ne marchera pas d'ailleurs. Il y a un débat qui vient finalement percuter le sociologue, parce que votre métier, c'est de malaxer, d'écouter, d'entendre, et ensuite de restituer ce travail qui est long, qui est passionnant. On nous dit, il y a l'algorithme qui est en train aujourd'hui, et c'est cette espèce de folie technologique que vous dénoncez, mais l'algorithme est là, il est déjà là, il est presque partout. Est-ce que chez ceux que vous avez interrogés, pour ne pas dire interviewé, parce que vous n'êtes pas journaliste. Mais pourtant, c'est le terme que nous utilisons. Mais c'est l'interview sociologique. Oui. Est-ce que vous sentez comme ça cette espèce de déchirement entre cette tentation technologique et puis l'envie de garder ses collaborateurs, ces organisations dites traditionnelles? Je ne parlerai pas de dirigeants, excusez-moi, de déchirement. Je parlerai simplement d'un instinct, je le qualifierai comme ça, de la part des salariés, qui comprennent très bien qu'ils ne peuvent pas continuer à faire le même travail avec la même valeur en étant isolés, même si à l'apparence ils ne le sont pas, puisque par des tas de moyens technologiques, le réseau, ils peuvent se parler. Et pour vous, c'est quand même une forme d'isolement, même si on est relié par la bande passante. Mais bien sûr. Et d'ailleurs, dans l'étude que nous avions montrée, nous avons montré que le télétravail était aussi avait été un formidable vecteur d'exclusion. Bien sûr, pour ceux qui n'avaient pas la bande passante. Eh bien voilà. Et oui. C'est-à-dire que vous dites, mais je vais connecter tout le monde. Oui, mais est-ce que la bande passante est suffisante? Non. Ah bon, mais très bien, donc je vais sélectionner ceux qui sont importants. Oui, mais les autres, qu'est-ce qu'ils se sont dit? Les autres, ils se sont dit, quelle est ma valeur ajoutée? Pourquoi je travaille? Qu'est-ce que j'apporte dans l'entreprise? Et savez-vous d'ailleurs que ces exclus du télétravail sont ceux qui, lorsqu'il s'est agi de revenir en présentiel, c'est-à-dire dans les mois de juillet, septembre, octobre 2020, ce sont ceux qui ont été les plus réticents à revenir en présentiel. Et c'était la réponse du berger à la bergère. C'est-à-dire, vous ne m'avez pas connecté parce que vous considérez que je ne reviens pas. Je ne reviens pas, je ne vois pas pourquoi, je reviendrai. Là c'était qui montrait une forme de démotivation, puisque l'entreprise avait coupé le cordon, en quelque sorte. Voilà, exactement. Exactement. Vous pouvez d'ailleurs utiliser le mot de démotivation, mais en même temps le mot de déception. Déception, oui. Et d'interrogation sur le sens de son propre presque travail. Trahison d'ailleurs de l'entreprise à l'égard de son collaborateur. Il y a de ça. Mais il y a eu d'autres mécanismes d'exclusion aussi. Avant de nous quitter, François Dupuis, c'est comme ça un philosophe qu'on utilise assez peu sur ce plateau, mais Karl Marx, la lutte des classes, des salariés exclus, vous les évoquez. Est-ce que ce télétravail n'est pas un élément finalement d'accentuation, si elle existe encore, de lutte des classes entre ceux qui sont des salariés postés dans l'obligation de devoir porter des colis, de pouvoir fabriquer des objets, et puis les autres, j'allais dire les cols blancs, qui eux sont en capacité de pouvoir externaliser leur travail à leur domicile, dans des lieux tiers, dans des coworking, qui donnent comme ça une image un peu merveilleuse du travail. Est-ce qu'il n'y a pas un danger là ? Alors, il y a effectivement un danger qui a été la cohabitation, y compris au sein des mêmes organisations, de ceux qui ont pu effectivement télétravailler et de ceux dont le travail en présentiel était une nécessité absolue. On va prendre un exemple, puisque ça fait partie de l'étude que l'on a fait. Et qui va sortir en livre, si j'ai bien compris, et qui va sortir pas celle-là, d'accord. Non, mais vous ne pouvez pas ramasser des ordures ménagères en télétravail. Non. Donc il se trouve que ces gens-là, effectivement, ont été au front dans une situation qui était une situation dangereuse. D'ailleurs, ça a eu un effet positif qui a été de renforcer le lien qui existait entre ces gens obligatoirement en présentiel et leur encadrement de proximité qui travaillait avec eux au nom d'un principe qu'on voit apparaître dans les guerres, que nous sommes dans le même bateau. Donc nous courons le même danger, serrons-nous les coudes par rapport au danger que nous sommes en train de couvrir. Et je note que vous avez réutilisé pour la deuxième fois le mot guerre et que vous l'assumez totalement. Pour vous, cette rupture, cette crise Covid est à comparer à une guerre. Alors, je vais vous dire aussi pourquoi. Ça avait été un débat, vous vous souvenez de ce mot guerre Bien sûr, mais bien sûr, puisque c'est le président Macron qui avait porté ce mot. Oui, mais moi, je vois la guerre d'une façon un petit peu différente. Pour qualifier l'encadrement de proximité, qui sont ceux qui, fondamentalement,
ont permis la prolongation de l'activité, j'ai été amené à dire les sergents-chefs ont reçu leur bâton de maréchal. C'est vrai, j'ai vu cette phrase. Voilà, et effectivement, c'est ça. Si vous regardez n'importe quel film de guerre, c'est vrai. Vous pouvez voir les généraux en train de bavarder, de faire des stratégies, tout ce que vous voulez. Un peu loin du front. Oui, mais je vais vous donner une statistique qui va vous étonner. Savez-vous que pendant la guerre de 14-18, il y a eu, chez les Français, malheureusement, 1 400 000 morts. Posez-vous la question de savoir combien, sur ces 1 400 000 morts, il y a eu de généraux tués au combat. D'officiers supérieurs, je pense peu. Un seul. Un seul. Rendons-lui hommage, c'était le général Guignabaudet, seul général de l'armée française tué pour fait de guerre au milieu d'1 400 000 morts. Donc on voit bien que ceux qui ont amené les gens au combat, c'était les sergents, les sergents-chefs et même les lieutenants. Bien sûr. Et bien dans cette crise, ça s'est passé exactement de la même manière. Les sous-officiers, que vous appelez les sergents-chefs, les sous-officiers et les managers intermédiaires, qui sont finalement un peu une certaine forme de sous-officiers. Alors les managers intermédiaires ont été assez perdus. Ben oui. Assez perdus, car comment pouvaient-ils se positionner et cette question demeure, d'ailleurs, du repositionnement des encadrements intermédiaires. Bah oui. Comment peuvent-ils se positionner entre des dirigeants qui ont vraiment joué un rôle extrêmement positif dans la gestion de cette crise et d'autres pour diverses raisons que je n'ai pas le temps d'expliquer, et cet encadrement de proximité qui a assuré la réalité du travail. L'encadrement intermédiaire se trouve quand même dans une situation qui est une situation encore aujourd'hui ambiguë. Merci François Dupuy pour cet échange passionnant. Assortir ce travail qui est le fruit de vos interviews sociologiques de cette crise Covid, c'est pour quand le livre, pour que vous veniez nous en parler en exclusivité? Alors, il n'y aura pas de livre sur cette étude, pour une raison simple que je vais vous dire en un mot, monsieur, c'est que cette étude, nous l'avons vendue à 9 organisations. La publier nécessiterait de demander à chaque autorisation à chacune. Chacune et chacune veillerait à ce que l'on dise ceci. C'est pas possible. Pour des questions de confidentialité. Mais par contre, elle a fait l'objet de la publication d'une tribune dans Le Monde. Dans Le Monde. À découvrir, donc, pour ceux qui sont évidemment abonnés aux colonnes du Monde. François Dupuy, merci. On ne change pas les entreprises par décret. Ça, c'est votre dernier livre en 2020 au Seuil. Puis on peut vous lire, il y a des conférences où voilà, vous vous exprimez. Et puis vous êtes venu vous exprimer très librement sur notre plateau. Et ce fut un vrai plaisir de partager ce moment avec vous, François Dupuy. Eh bien, ce fut un plaisir pour moi aussi. Partagez. On termine l'émission, si vous le souhaitez, avec Fenêtre sur l'emploi. On va s'intéresser à l'insertion. D'ailleurs, l'insertion et les réseaux sociaux, vous allez voir, ils se sont mariés pour le meilleur. C'est tout de suite. Fenêtre sur l'emploi, pour terminer notre émission, on marie un réseau social, le premier d'ailleurs, dédié à la jeunesse et à l'insertion. Ça, c'est une nouveauté, on en parle avec Arnaud Fima. Vous êtes l'inventeur, celui qui avait créé ce réseau social. Alors, ça, c'est fondateur de Un Début de Réseau, ça c'est ce dont on va parler, mais avant, et toujours d'ailleurs, vous avez votre entreprise Ça me regarde, et les deux sont intimement liés parce que Ça me regarde permet à des cadres de pouvoir passer, de faire des séminaires ou des sessions dans des organisations, associations caritatives, humanitaires. Exactement. Et vous vous êtes dit, mais fort logiquement, en le prolongeant, si on faisait un réseau social d'insertion, et c'est comme ça qu'est née cette idée, en fait. Exactement. En fin de compte, depuis 10 ans, avec Ségolène, la cofondatrice de Ça me regarde, on emmène des groupes de collaborateurs en immersion dans les structures d'insertion, les EPID, les missions locales, les écoles de la deuxième chance. Et on s'est rendu compte de quoi ? On s'est rendu compte que ces structures étaient super organisées pour remotiver les jeunes, les remobiliser, leur redonner confiance, mais il manquait un petit truc, c'était le lien avec l'entreprise, et notamment le lien avec les professionnels d'entreprise. Et l'idée a germé, à force de journées comme ça, l'idée a germé de se dire, et pourquoi on ne créerait pas un espèce de LinkedIn, mythique LinkedIn, c'est un peu entre les deux, où sur un réseau social, on aurait d'un côté les collaborateurs d'entreprise, les professions libérales, les journalistes, qui on veut, et de l'autre côté, les jeunes encadrés dans des structures d'insertion. Et l'idée, c'est qu'ils puissent se parler. Enfin, je veux dire, ça me semble évident, mais dans ce réseau social, on s'inscrit, on se connecte. Exactement, on crée un profil. On crée son profil, comme sur LinkedIn. Exactement. Mon nom, qu'est-ce que je fais ? Et puis ensuite, quoi, je vais aller cliquer chez vous pour me dire, on a développé, avec Central Supélec, on a développé un algorithme qui permet de faire du matching, c'est-à-dire qu'on va pouvoir, parce que j'aime la pêche à la ligne, parce que je veux travailler dans la restauration,
restauration, parce que mon hobby c'est le bricolage, et ben des profils vont vous être proposés. Donc vous êtes plutôt côté adulte, donc des jeunes vont vous être proposés. D'accord ? Et côté jeune, des adultes vont être proposés pour donner une oreille pour un peu d'écoute, redonner confiance, pour un coup de pouce, et puis... c'est une forme de mentorat numérique, en fait, là. Alors, c'est du mentorat. J'aime pas trop ce terme de mentorat. Ouais, parce qu'il y a un débat sur le mot. Exactement. Je suis pas très fan du mot mentorat. C'est un espace de rencontre, d'accord, entre des populations souvent d'un même territoire, mais qui n'ont pas l'occasion de se rencontrer. Ça sert aux deux, et j'ai même envie de dire, ça sert aussi au cadre, l'adulte, parce que c'est un peu le même esprit que finalement ça me regarde, c'est donner du sens à sa vie, c'est quoi ? C'est tendre la main, c'est une forme de générosité, comment on pourrait le définir ? C'est exactement ça, c'est de la générosité, c'est ensemble, mais c'est aussi un petit peu balayer les a priori, peut-être sortir un peu de ma zone de confort. Quand on a emmené beaucoup de cadres de Ça me regarde dans les espaces dynamiques d'insertion, par exemple, et qui disent à la fin de la journée « Ah, c'est marrant, ces jeunes sont plus motivés que les miens, que mes propres enfants. Qu'est-ce qu'ils ont ?» Voilà, donc ça chamboule un peu tout. Et autour de tout ça, c'est l'utilité. L'idée, c'est que ces jeunes puissent avoir une sortie positive, puissent avoir un coup de pouce, puissent avoir un stage. Un peu comme si je vous appelle demain en disant « Oui, Arnaud, ma nièce aimerait travailler dans l'audiovisuel. Parce qu'on a fait cette émission, vous allez la recevoir un jour. » Un début de réseau, c'est industrialiser le coup de pouce qu'on peut tous donner à quelqu'un. Donc l'idée est génial. Concrètement, là, le réseau, il existe, il est créé. Il existe dans 10 jours. Non, c'est important parce que il y a des gens qui vont se ruer, qui vont se dire il est où ce réseau ? Ne cherchez pas, il n'est pas encore ouvert. Il existe dans 10 jours autour de l'adresse undébutderéseau.org, d'accord, tout attaché naturellement. Et voilà, ça se lance. On est en phase de lancement. On a déjà une 50aine de structures de jeunes partenaires partout en France. Beaucoup d'écoles de la deuxième chance, les centres EPIL, des missions locales et beaucoup d'entreprises aussi qui attendent pour donner à leur possibilité à leurs collaborateurs de s'inscrire. Donc là, Arnaud, vous êtes dans les derniers essais, les angoisses de... Arrêtez, c'est les ultimes tests. C'est ça. J'ai une session d'ultimes tests qui vient de se terminer, c'était top. Il y a naturellement encore quelques bugs, mais on est en train de faire que ça marche. Parce qu'il faut évidemment que ça soit très ergonomique, que le jeune s'y retrouve aussi. Il faut mettre beaucoup d'informations, j'imagine, sur ces fiches pour que ça puisse matcher. Exactement. Les profils sont il faut une quinzaine de minutes pour remplir son profil, parce que du coup, il faut qu'on trouve des accroches de manière à ce que les jeunes et puis les adultes puissent se retrouver. On a fait tester par des jeunes, ça plaît plutôt, donc je suis plutôt confiant là-dessus. Maintenant, j'ai aucune idée de ce que ça va donner. En tout cas, on a donné un cadre à cette rencontre qui me tient à cœur. Rappelez-nous l'adresse, parce que j'aimerais bien qu'on la retienne. Undébutderéseau.org. Undébutderéseau.org, tout ça en attaché. Exactement. C'est dans 10 jours, c'est-à-dire le 12, le 13, le 15 novembre, le matin, j'imagine, ce réseau sortira de terre avec cette rencontre entre une jeunesse et puis des adultes assis, cadres, dans l'entreprise. Voilà, qui ont juste envie de partager, de donner quelque chose à des jeunes motivés. Merci Arnaud d'être venu un peu en exclusivité parce que évidemment j'aimerais bien que vous veniez nous en reparler quand tout ça sera... Au 10 millième abonné, je reviens. Voilà. Au 10 millième Au 10 millième, vous venez. Ouais, chiche. Chiche, c'est noté. Arnaud Fima, fondateur de Un Début de Réseau. Puis ça me regarde, ça existe et ça fonctionne avec des cadres qui vont découvrir des univers qui les disruptent un peu. Exactement. Qui les secouent. Merci. Merci à vous. Merci d'être venu sur notre plateau. Merci à vous qui nous regardez. Merci pour votre fidélité. Je serai là demain, évidemment. Je remercie notre réalisateur Romain Luc. Je remercie Saïd au son et Alexandre. Et puis je remercie Fanny Griesmer et Margot Ruot qui m'accompagnent tous les jours dans Smart Job. C'est toujours un plaisir de partager ce moment avec vous. À demain. Portez-vous bien. Bye bye.